Salut à tous, c'est Simon, le cofondateur et CPO de Script. Bienvenue dans Product Backstage. Dans cette émission, on va à la rencontre des équipes produits pour savoir comment elles travaillent et où elles travaillent. Aujourd'hui, on va discuter avec Antoine qui est cofondateur et CPO de Batch. Suivez-moi. Salut Antoine. Salut Simon, ça va? Ouais, ça roule. Un grand merci de nous accueillir ici. Où est-ce qu'on est là? Alors là, on est dans les bureaux de Batch, les bureaux parisiens de Batch, je précise, puisqu'on a un autre bureau à Lyon, mais voilà, c'est nos bureaux dans le centre de Paris, on est dans le 3e arrondissement. C'est des bureaux dans lesquels on est depuis 3 ans et qu'on aime beaucoup. Ok. Avant qu'on parle de Batch et de ce que c'est, qui es-tu toi? Quel est ton rôle ici et c'est quoi un peu ton parcours en 2 mots avant d'arriver ici? Alors, mon rôle ici, c'est 2 casquettes. C'est celle d'être l'un des 2 cofondateurs de Batch. C'est une boîte que j'ai montée il y a 8 ans sur les cendres d'une autre, peut-être qu'on aura l'occasion de parler. Ouais. Et ma deuxième casquette, c'est celle d'être Chief Product Officer, CPO. J'ai occupé la double casquette CTO et CPO jusqu'au mois de juin dernier, puisque j'ai embauché un CTO pour nous rejoindre. Donc maintenant, j'ai les équipes produits, c'est-à-dire des product managers et des product designers. Ça représente combien de personnes? C'est 9 personnes aujourd'hui, au total. Ouais. Cool. C'est quoi Batch alors? Alors Batch, c'est une solution d'engagement client omnichannel, donc c'est beaucoup de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, tu as des grandes marques, des startups qui font appel à Batch parce qu'eux, ils ont besoin de communiquer avec leurs propres clients, par exemple avec des campagnes email, des automatisations marketing avec des push notifications. Donc ça va du média qui t'informe de la dernière actualité avec une notification push. Ça va de l'app de location de scooter en libre-service qui t'envoie le code, pareil dans une notification. Ça va d'un grand e-commerçant qui te relance sur un panier abandonné ou juste simplement qui t'informe d'une dernière promotion. Et puis on a même le gouvernement, tu vois, pendant le Covid, qui a informé les Français des dernières évolutions avec des notifications push web, donc sur les navigateurs internet. Ok, donc c'est pas que les notifs mobiles. Non, c'est vraiment notifications push, notifications dans les apps, email, messages in-app qui sont un peu des expériences à l'intérieur des applications mobiles. Toujours dans une optique d'une marque qui a besoin de communiquer avec ses propres utilisateurs, ses propres clients. Là, les exemples que tu cites, c'est des pushs un peu massifs, mais dans l'outil, tu as la capacité de gérer un peu des données clients et donc de choisir précisément à qui est-ce que tu envoies quel message. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on a commencé il y a 8 ans plutôt à faire de l'envoi massif, un peu du broadcast. Aujourd'hui, c'est vraiment une solution hyper fine. Tu vois, les clients nous confient finalement beaucoup de données personnelles sur leurs propres utilisateurs. Donc on a un gros enjeu là-dessus. On défend beaucoup ce positionnement de boîte française qui défend beaucoup les notions de souveraineté sur les données. On bosse avec des hébergeurs français. On est nous-mêmes une boîte de droit français. On ne fait pas appel à des sous-traitants qui seraient aux US. Donc ça, c'est très important parce qu'on collecte cette donnée. Et effectivement, après, les clients peuvent aller faire des orchestrations, des segmentations très très fines. Donc l'idée, c'est d'aller chercher la bonne personne, de ne pas ennuyer celle qui ne va pas être intéressée par le contenu, d'être temps réel, de pouvoir contacter les gens au bon moment. Quand on parle d'automatisation marketing, je sais pas, je vais donner un exemple. Quand la Fnac, quand tu achètes un produit en click and collect et que le produit est disponible, tu n'as pas envie de l'apprendre dans 3 heures. Potentiellement, tu es déjà à côté du magasin et tu as envie de le savoir tout de suite. Voilà, donc on essaye effectivement d'être très fin sur cette collecte de données, puis ensuite sur l'activation de la donnée pour la segmenter, l'orchestrer, personnaliser les messages, et puis effectivement, in fine, délivrer le message jusqu'au téléphone, jusqu'à la boîte mail. Ok. Quand je t'ai contacté là, pour participer à cette émission, tu m'as dit, écoute, je ne sais pas si j'ai grand-chose à te raconter, on n'est pas des grands théoriciens du produit, pourtant là, vous êtes 9 dans l'équipe produit. Comment vous êtes organisé concrètement aujourd'hui? Tu vois, il y a différents PM, il y a différents designers, tu disais, mais est-ce que vous êtes en feature team? Enfin, c'est quoi l'organisation un peu autour de Alors déjà, on n'a pas du tout toujours été comme ça. En fait, on a commencé à créer Batch en 2014. En 2019, il n'y avait toujours pas de product manager dans la boîte. Et c'est le moment d'ailleurs où j'ai décidé de structurer la fonction produit, qui passait d'une personne et demie, c'est-à-dire moi et un product designer alternant. Et on a embauché un premier product manager, puis le product designer est passé full-time, puis d'autres product managers. Donc on a vraiment structuré la fonction produit à ce moment-là. Donc pendant 5 ans, il n'y avait pas d'équipe produit, quoi, grosso modo. Alors disons que j'étais l'équipe produit, voilà, c'est ça, où je pourrais faire entrer la tech là-dedans, parce qu'évidemment, ou disons que toute la boîte était l'équipe produit. Mais effectivement, les dynamiques étaient différentes. Je pense qu'on était petits, donc on construisait les choses très très vite. Moi, dans mon rôle de cofondateur, CPO, j'étais en permanence au contact des clients, donc ça permet évidemment
de faire de la discovery en continu, d'avoir l'impression de prioriser les bonnes choses. Donc pendant longtemps, effectivement, il n'y avait pas d'équipe produit. Donc pendant 5 ans, tu es le seul à avoir vraiment un rôle officiel, on va dire product. Petit à petit, l'équipe, elle se construit, elle grandit. Vous avez une organisation un peu mouvante où des gens ils peuvent passer d'un projet à l'autre régulièrement. Quand on s'est appelé pour préparer un peu cette discussion, tu m'as dit que finalement vous aviez fait ça de manière très organique. Tu m'as dit il y a eu un peu une part de chance dans notre capacité à trouver la bonne méthode et tout. Est-ce que, avec un peu de recul, tu te dis finalement c'était effectivement que de l'organique, un peu très naturel et on est arrivé comme ça par hasard un peu à cette organisation, ou est-ce que ça colle quand même in fine à une forme de théorie qu'on peut lire ailleurs, chez d'autres, tu vois, sur lesquels on peut trouver des témoignages. Comment t'analyses toi C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une réponse hyper précise, mais effectivement, ce que tu décris est vrai. Je pense qu'on a vraiment avancé, je dirais vraiment de manière empirique, quoi. On a avancé. Ouais. On a fait fi des modes organisationnels, on a fait fi de la théorie, souvent parce qu'on ne la connaissait pas. Tu vois, même dans une équipe tech, c'est facile de rejeter les notions d'agilité ou de Scrum quand tu ne les connais pas. Et en même temps, c'est plus facile d'avancer quand tu n'as pas ce genre de frein. Donc effectivement, on a avancé très vite, je dirais, avec des équipes très petites et à peu près avec quasiment aucune théorie. Est-ce qu'aujourd'hui, la théorie nous a rattrapés, on s'est appuyé dessus pour être meilleur? Est-ce qu'on l'a adapté à qui on était et on l'a dans notre ADN? Je ne peux pas vraiment te répondre. Je pense quand même que ce serait plus honnête de dire qu'on s'est beaucoup empreint de ce qui existe. C'est une forme de preuve qu'il y a des outils qui fonctionnent. Il y a des boîtes qui ont besoin de commencer avec ça, parce que peut-être qu'elles n'ont pas de culture produit, peut-être qu'elles ont des founders qui n'ont absolument eux-mêmes aucune culture produit, et qui finalement aller chercher ces outils-là ou aller chercher des product managers qui sont empreints de cette théorie-là, ou de ces outils, disons, permet d'assurer un peu plus le succès. Ouais. Écoute, nous on était des entrepreneurs, on avait confiance en nous, on a avancé sans ça. Ça nous a réussi, c'est pour ça que je t'ai parlé de chance. Je pense que quelqu'un qui regarde en arrière un succès, et encore je te dis ça, aujourd'hui je regarde comme un succès, c'est qu'une photo à un instant T de la boîte, mais oui, il y a une part de chance évidente. Enfin, tu vois, on a essayé des trucs, on a beaucoup travaillé, ça réduit la part de chance, puis ensuite il y a une part de chance qui fait que ça marche. Mais par contre, je trouve que c'est un message important, c'est qu'on voit, tu vois, dans les communautés un peu produits, dans les groupes Slack et tout, des gens qui essayent un peu de suivre à la lettre, tu vois, ce qu'on peut trouver dans certains bouquins, dans certains articles Medium, tu vois, dans des interviews et tout. En réalité, tu es la preuve vivante que tu n'es pas obligé même d'être au courant de ces trucs-là pour développer un produit, construire une équipe et trouver une forme d'organisation qui colle à votre culture, à vos besoins, à votre marché, et que derrière, ça fonctionne, quoi. Si tu regardes la théorie, même les gens qui ont lu Marty Kagan, tout ça, en vrai, la théorie, c'est de la théorisation de la pratique, quoi. Donc, c'est des gens qui ont vécu ça dans leur boîte, qui l'ont peut-être fait une fois seulement, donc il faut peut-être se méfier, qui l'ont peut-être fait une fois, 2 fois, 3 fois, et ça a marché, et ils l'ont théorisé. Tu me montrais le bouquin tout à l'heure, Discovery Discipline, ça ressemble à quelque chose qui a été éprouvé, je crois, chez Blablacar, et qui a fonctionné. Donc ça, il faut écouter. Mais c'est vrai que si on part du début, quasiment tout le monde, à un moment donné, a commencé quelque part. Ils n'ont pas commencé par écrire le livre pour l'appliquer. Ils ont d'abord vécu le truc. C'est ça, c'est vraiment des consultants exceptionnels. Mais non, je pense que tout le monde est parti de la théorie, même ceux qui sont partis de la pratique, la théorie, pardon. Non, je te disais, tout le monde est parti de la pratique, et ceux qui sont partis de la théorie, je pense, ont fini par recréer de la pratique dessus. Tu vois, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la méthode des gens de Basecamp dont j'ai plus le nom, qui est une méthode d'organisation de projet. Tu as des gens qui se la sont appropriés, qui en ont changé un peu des bouts, parce que finalement ils avaient des orgas beaucoup plus grosses que celles de Basecamp, et c'est OK pour eux. Donc je pense que j'en suis la preuve vivante. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en sont la preuve que la théorie souvent est basée sur la pratique. Et à l'inverse, je suis content d'avoir trouvé sur mon chemin des gens qui m'ont éveillé à cette théorie. Des pairs qui étaient des CPO dans d'autres boîtes, des gens que j'ai embauchés. Le premier PM que j'ai embauché, les PM que j'ai embauchés après, sont des gens qui sont arrivés pour certains avec ce bagage théorique et qui l'ont amené. Et je pense qu'on a trouvé la bonne synthèse des deux pour arriver à travailler correctement. J'essaye de leur transmettre une expertise marché, industrie, une culture produit, peut-être un sens produit. Et à l'inverse, parfois, ils essayent de me remettre dans les clous de là, peut-être qu'on n'a pas les clés, peut-être qu'en utilisant cet outil, tu vois, ce mode de priorisation, cette méthode d'organisation, peut-être qu'on va y arriver. À l'inverse, tu disais, tu me parlais des gens qui arrivaient avec beaucoup de théories et pourtant qui pouvaient être un peu frustrés par ça. Je pense aussi que ça peut être écrasant, toute cette théorie.
Tu vois, on ne fait pas des métiers. Ma compagne est avocate, par exemple. Quand tu es avocate, tu vas à l'école des avocats pendant des années, tu apprends ce métier, puis tu rentres dans des cabinets d'avocats où des gens t'apprennent comme ils le font depuis 40 ans. Et puis en fait, avant ça, il y a 300 ans, 400 ans de gens qui l'ont fait sensiblement de la même manière. Tu as une rigueur dont tu peux pas trop sortir du cadre. Et peut-être que c'est rassurant aussi de suivre ça parce que ça fonctionne, quoi. Nous, on est dans un truc où les gens, alors évidemment que le métier de product manager a existé sous d'autres formes dans l'industrie, mais ou dans la grande distrib. Mais si tu regardes, en tout cas dans le digital, il y a des gens, ça a été théorisé il y a peut-être 10-15 ans grand max, dans des produits digitaux qui ont 20-25 ans grand max. Donc je pense qu'il faut se détendre. Les gens qui voient la théorie comme si ça les rassure, tant mieux. S'ils arrivent dans une boîte et qu'ils ne le voient pas, et qu'ils se disent du coup comment cette boîte va réussir, comment moi je peux faire mon job s'ils n'utilisent pas ces outils théoriques, je pense qu'il faut se détendre et se dire ça va bien se passer. Tu as évoqué plusieurs fois un peu un virage là, tu vois, en tout cas une complémentarité un peu stratégique dans le produit et ça a été quelque chose d'important pour vous, même jusqu'à avoir des impacts en termes d'organisation. Je te propose qu'on aille se poser dans une salle là-haut et que tu m'expliques un peu plus comment vous avez mené ce projet, quel impact ça a eu chez vous et puis quel impact sur son organisation aussi. Ça te va ? Avec plaisir, on continue la visite. Bienvenue dans la boardroom. On s'est mis là si tu veux pouvoir nous montrer quelques trucs au tableau tout à l'heure, mais tu disais que tu avais eu un projet là, un peu structurant pour la boîte jusqu'à la structure de ton équipe produit. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Ouais. En fait, on a levé des fonds l'année dernière pour réaliser une vision qu'on a quasiment pour la boîte depuis 8 ans, sauf qu'on n'a pas senti forcément qu'on avait dans le passé le niveau d'expertise, la team, la crédibilité sur le marché, et même peut-être l'envie ou la confiance en nous pour le faire. Ouais. Et cette vision, c'est comment est-ce que Batch, qui historiquement est plutôt une plateforme d'engagement client sur les canaux mobiles, donc on a vraiment historiquement une vraie ADN et crédibilité sur Batch qui a été très vite positionné sur comment est-ce que moi j'ai une application, je vais envoyer des notifications push, ou j'ai un site web, je vais envoyer des notifications push. Batch était vraiment la société qui pouvait être très connue pour ça. Très connue pour ça. Et en même temps, ça fait des années qu'on sait que les clients nous disent on a mis toute notre donnée client chez vous, on peut orchestrer des scénarios, c'est vraiment notre créativité qui est la seule limite. Votre produit à la fois est tellement puissant et sophistiqué qu'on peut le faire et en même temps très très simple à utiliser. Mais à la fin, on est bloqué par certains canaux que vous n'adressez pas. Et je pense notamment au plus grand canal de l'expérience client et du CRM qui est l'email. Et donc nos clients pendant longtemps ont opéré des stratégies sur l'email dans d'autres outils que celui de Batch. Parfois des outils bien plus gros, bien plus connus, bien plus anciens. Et donc l'année dernière, on a levé des fonds pour réaliser cette vision-là. Peut-être qu'à ce moment-là, on ne réalisait pas bien ce que ça allait impliquer. Donc on a un peu détricoté le fil après la levée de fonds, donc fin 2021, début 2022. Donc à ce stade, vous êtes vraiment les fondateurs qui ont une vision, mais ça n'a pas encore pas plus que ça, on n'a pas particulièrement de stratégie très claire pour y arriver. Voilà. On sait à peu près à quoi ça ressemble dans 5 ans. Ok. On va chercher de l'argent pour aller avoir le temps de construire ce truc-là et de le mettre sur le marché. Mais oui, je dois te dire que voilà, on a une vague idée de la stratégie, de comment est-ce que tu vas, voilà, t'es là et tu vois l'arrivée, et puis après c'est le 1000 bornes, quoi. C'est ce qu'il faut mettre et dans quel ordre pour y arriver. Et c'est là que mon rôle, on va dire, est central, et celui des équipes produits et tech, et je vais t'en parler après, notamment aussi sales, pour rendre ça possible, quoi, pour que Batch passe de cet espace de acteur leader de l'engagement mobile à un acteur leader des marketing cloud et des solutions d'automatisation marketing et d'engagement client et de relations clients globaux pour aller prendre les positions d'acteurs historiques comme Salesforce, Adobe, qui sont des produits peut-être un peu plus vieux, d'une génération différente. Et donc c'est exactement ça qu'on essaie de construire. Et donc à ce moment-là, vous avez la vision. Tu dis pas encore la stratégie et tout, mais en tout cas à 5 ans, on a envie d'arriver là-bas. D'un point de vue produit, ça n'existe pas encore, y compris pas à une phase de discovery, d'études un peu marché. Non, c'est vraiment la vision des fondateurs. On a posé la North Star très loin, sous la forme de... voilà, il y a ce marché, on sait, c'est très solution driven, mais c'est qu'est-ce qui définit les grandes lignes de ce genre de produit successful, et en même temps, on voit déjà beaucoup de ces forces-là dans le produit actuel. On sait juste qu'il y a un delta à construire, quoi. Mais il n'y a pas plus que ça. Okay. Ça paraît un peu fou, mais ça commence souvent par là, quoi qu'il arrive. Un investissement, c'est ça. Tu t'appelles
c'est un très mauvais exemple. Tu t'appelles Pfizer, j'allais dire Sanofi. Tu t'appelles Pfizer, tu veux lancer un vaccin sur le Covid ou quelque chose comme ça, tu vas... Voilà, j'imagine que le point de départ, c'est quelqu'un qui dit on va faire un vaccin qui va réduire... Puis après, tu cherches comment tu cherches, et puis après, tu trouves, et tu essayes, et puis il y en a qui sont plantés, et d'autres qui ont réussi. A priori, on est parti pour être ceux qui trouvent, mais ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. Et tu vas chercher l'argent pour ça, parce que tu as besoin d'investir. Tu sais, quand on dit je vais chercher du runway, en fait, nous, on a besoin de chercher du runway pour échouer un peu. Tu as besoin d'avoir le temps d'essayer des trucs, de planter des trucs. Explorer différentes pistes. Exactement. Donc, oui, je pense que quand on lève des fonds et qu'on pose cette vision-là, on n'a pas beaucoup plus. Et du coup, l'histoire d'un point de vue product management commence à ce moment-là. Et comment, concrètement, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'équipe Alors, le premier truc, c'est on va dans la boîte et on dit l'email, est-ce que ça parle à quelqu'un C'est con, mais t'as 100 personnes dans la boîte, il y a forcément quelqu'un. Alors déjà, tu as des experts du CRM, donc ils parlent à des clients qui eux-mêmes ont l'email dans leur besace. De temps en temps, tu collectais un peu à la marge des feedbacks de tes clients sur l'email. Donc tu vas voir les équipes du service client. Chez nous, c'est CSM, Solution Engineers, Customer Care. Tu vas voir ces équipes-là, tu leur dis qu'est-ce qu'ils vous disent les clients sur l'email. Est-ce qu'il y a des frustrations qui émergent parce qu'en fait, ce que tu sais chercher, c'est une stratégie produit. Et la stratégie produit, c'est... ma stratégie, ça peut pas être comme quand on a fait Batch au début, il y a 8 ans, on veut être un acteur du mobile engagement et on va construire le produit minimal qui va prendre ce marché-là. Là, tu sais que le marché est complexe et donc il va falloir trouver une stratégie. Il y a déjà des acteurs en place. Il faut que tu trouves une stratégie pour t'insérer le plus rapidement possible. Et t'insérer, ça veut dire, je trouve l'espace qui est le plus mal adressé aujourd'hui par le marché, qui génère le plus de frustration, parce que c'est ça que je vais construire. Si tu vas construire le produit qui fait tout, il y a de grandes chances que tu te sois juste mis au niveau des autres et que tu y aies passé 2 ans. Et en fait, tu prends pas le marché avec un produit comme ça. Et en même temps, le risque, c'est de ne pas couvrir un peu les must-have que tu as dans les autres solutions. Si tu couvres que les trucs qui ne font pas, exactement. Ils vont quand même te demander d'avoir... Et là, on revient à la partie renonciation du rôle du product manager. C'est d'accepter l'idée qu'une fois que tu as choisi ta stratégie, le reste, il renonce en tout cas pendant un temps. Donc bon, on a beaucoup... on est reparti dans nos outils pour retrouver des vieux feedbacks. On a re-questionné les équipes. Toutes les équipes, en tout cas, de la top line, donc les équipes commerciales, marketing, donc en interne, tu parles à tes sales. En interne, tu parles, tu fais vraiment des interviews en interne. On a embauché un gars qui a été head of product d'un grand ISP, donc d'un grand emailer européen, qui est venu nous aider un peu à conduire des interviews avec nous. Il était entre 2 jobs, il avait du temps. Donc on est allé dire, voilà, tu vas parler à des clients, mais donc tu sauras... une mission un peu temporaire. Il est arrivé chez vous pour exactement, travailler... vraiment pour faire des interviews. D'accord. On l'a embauché pour faire des interviews, en se disant, toujours en ayant des questions les plus ouvertes possibles, il a un niveau d'expertise qui fait qu'il aura le bon niveau de discours par rapport à nos clients experts de l'email pour comprendre ce qu'ils font, etc. Et en fait, on est sorti de cette période qui a duré quand même, je dirais, 3-6 mois. Tu vois, on lève des fonds. Et juste, pardon, là, tu vas interroger tes clients déjà existants. Là, pas des prospects, je vais interroger des clients existants. Des clients, parce que j'ai la chance d'avoir des clients qui, a priori, sont les premiers clients de ma nouvelle offre autour de l'email. En tout cas, de Batch qui devient un acteur crédible de l'omnicanalité, donc de capacité à orchestrer des stratégies sur tous les canaux. Là, en l'occurrence, le plus important à ce moment-là, c'est l'email. Donc oui, on va faire des interviews avec des clients. Ils nous disent beaucoup de choses très intéressantes. Ils nous disent là où ils souffrent. Ils nous disent aussi là où ils ne voient pas le problème. Là, ils nous disent, là, ça marche. Et c'est dur, ça. C'est dur de faire émerger des problèmes à partir de là. Mais bon, 6 mois plus tard, on sort, là, en début de cette année-là, avec un angle stratégique qui sera la stratégie produit qu'on va déployer, à savoir, c'est quoi le premier produit qu'on va mettre sur le marché, quelle tête il aura, comment il va s'insérer, en tout cas, dans ce monde-là. Et à ce moment-là, ce qui semble le plus évident, c'est que les scénarios d'automatisation marketing autour de l'emain sont les plus mal adressés. Les clients font très bien. Des séquences d'emails. Exactement. Des emails en fonction d'actions d'utilisateurs. Je te donne un cas vraiment simpliste. Quand tu es chez un e-commerçant, sur un site e-commerce et que tu ajoutes un produit à ton panier, tu fais autre chose, tu as 50 onglets ouverts, ça sonne à ta porte, tu oublies le truc, c'est ce qu'on appelle l'abandon de panier en France. Ça paraît simple, on pense que tous les e-commerçants le font. En fait, ce qu'on voit, c'est que les e-commerçants, les tout petits e-commerçants, qui souvent utilisent Shopify par exemple, ont accès à une bibliothèque de plugins qui font ça rapidement. Les très très gros, les énormes du e-commerce, souvent sont sur des technologies maison ou sur des CRM très historiques, très lents, pas temps réel, etc. Et en fait, il y en a plus des 2 tiers qui n'ont toujours pas ces scénarios en place. Et on est en 2022. Donc là, on se dit, le message transactionnel qui est votre compte est créé, validez-le, plutôt bien adressé, pas vraiment de pain chez les clients. La grosse newsletter marketing envoyée à 5 millions de personnes,
tu sens qu'il y a des pains, mais comme je viens de le dire, il y a tellement de must-have à construire avant d'aller adresser ces pains qu'il y a beaucoup de coups à prendre, on va pas commencer par ça. Par contre, l'email automation, là on sait en fait qu'on repose sur tellement de choses qu'on fait très bien dans notre produit existant, que c'est là qu'on va s'insérer, par un produit complémentaire qui va pas essayer d'aller remplacer les solutions du marché, mais qui va dire, je comprends le risque d'aller prendre une solution supplémentaire dans votre stack, mais on va le prendre sous l'angle de la valeur, vous faites pas ces scénarios, vous avez envie de les faire, vous les faites très bien avec nous sur les notifs push. En fait, il n'y a pas beaucoup plus de setup à faire, parce qu'on a déjà votre donnée client, on a déjà les actions des clients qui permettent de déclencher ces messages. Et donc faites-nous confiance, on va y aller ensemble, quoi. Là, ça paraît évident quand tu le racontes comme ça. Sur le moment, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont explorées et que vous ne retenez pas ? Et comment est-ce que vous matérialisez ça, tout ce travail de recherche ? Comment vous le centralisez ? Comment c'est consommé ? Comment c'est restitué à d'autres stakeholders, peut-être dans la boîte, qui doivent participer à la prise de décision ? Alors, on revient dans l'empirique. C'est un peu le bordel. Ouais. Et je suis OK avec ça. Okay. Il y a des gens que ça peut frustrer. Moi, je suis OK avec ce bordel général. Si c'est trop structuré, tu vas faire moins d'interviews. Si tu es trop là à préparer tes interviews, à te dire « Ah la merde, c'est quand même un client, j'ai pas envie de me foirer ». Tu vois, une interview produit pour un client, ça doit être vu comme une opportunité. Une équipe interne qui dit « Non, parlez pas à ce client, je sais pas s'il est en succès, ça va peut-être lui prendre du temps ». Déjà, c'est mal parti. Non, c'est une opportunité. Et là, il y a beaucoup de gens chez Batch qui voient ça, et donc c'était assez cool. Tu ne mets pas trop la pression sur c'est pas l'interview idéale, j'ai pas bien écrit mon texte, tu vois, donc c'est pas très structuré. La première, tu vas la foirer, puis la deuxième, un peu moins, et puis la troisième, elle sera peut-être idéale. Puis la quatrième, elle va te déstabiliser, en fait, ton plan qui te semble idéal est pas du tout le bon. Donc il faut juste être OK avec ça, quoi. Laisser couler un peu, accepter que les choses déconnent un peu, soient pas si processées que ça. Tu sais, je crois que je sais plus si c'est une phrase des gens de YC, c'est faites des choses qui scalent pas, ou de Marc Andreessen, je sais plus. Moi, je suis OK avec l'idée de faire des choses qui scalent pas parfois. Quand tu as 100 personnes et que tu te déroules, tu es sur l'autoroute de ton produit et ça vend bien, tu peux faire des choses qui scalent. Quand tu crées un nouveau produit et qu'en fait tu fais prendre un petit virage à ta boîte, il faut faire des choses qui scalent pas. On parlera des outils tout à l'heure. On utilise un outil de collecte du feedback. À ce moment-là, on le désinvestit complètement. Okay. C'est bizarre, hein, mais cet outil-là contient 8 ans de feedback client. C'est une voie extrêmement claire sur ce qu'on doit construire dans notre produit mobile engagement, étape après étape, la priorisation est extrêmement claire. Et d'ailleurs, on le fait, on le déroule. Mais à ce moment-là, on sort de cet outil-là, on fait tout à l'extérieur de cet outil-là, parce qu'on a besoin de prendre une vue différente, et on désinvestit complètement l'outil. Là, on est en train de revenir dedans. C'est comme si tu refaisais une boîte à zéro, c'est un peu comme produit si tu à zéro. C'est marrant parce que pendant des années, j'ai pitché moi en interne, j'ai vu beaucoup de boîtes SaaS faire à un moment donné un grand refactoring. Tu sais, ils ont réalisé que leur produit était, tu vois, ils ont un peu perdu le corps, quoi. Ils ont fait trop de nouveaux produits. Ouais. Le produit historique marche plus très bien. Ils doivent le reconstruire. On a la chance de jamais avoir vécu ça. On a un produit qui est très solide techniquement, mais j'ai toujours été inquiet de ça, de me dire, j'espère qu'un jour on ne sera pas le SaaS qui fera son big refactoring et qui en mourra, tu sais, avec, je sais pas, 10 clients sur le nouveau produit, qui est moderne mais il n'y a pas tout. L'ancien est abandonné mais il y a tous les autres clients dessus. Donc on n'a pas vécu ça, mais effectivement, c'est l'occasion en tout cas de rechallenger 8 ans de décision. À l'aune de ce nouveau produit, quoi. Voilà. Parce que toutes tes prios sont revues. Exactement. Okay. Donc ça, c'est... Parce que comme ma question, c'était justement comment est-ce que vous centralisez, formalisez et partagez. Là, tu me dis ce que vous n'avez pas fait. Tu vois, c'est-à-dire, on n'a pas utilisé notre outil de road mapping ou de centralisation des feedbacks et tout. Comment est-ce que quand même cette info, les comptes rendus ou la synthèse plutôt des interviews que vous faites là, comment est-ce que vous communiquer là-dessus, à qui, parce que j'imagine que c'est pas que l'équipe produit qui à un moment donné dit OK, go, on va effectivement sur le côté automation. Ça va être l'occasion peut-être de te montrer un beau tableau, comment est-ce qu'on a découpé le problème. Il y a d'abord t'as un challenge pur produit, quoi. Quand je dis produit, je pense à la tech aussi. Ouais. Chez nous, on a t'as des gens qui ont 8-10 ans de boîte à la tech. Et qui sont d'excellents product managers sans le savoir. Et du coup, on ne fait pas de priorisation sans faire appel à eux. Ils participent à étendre le spectre fonctionnel, à le challenger, au-delà de juste construire la solution technique. Donc, on a des gens exceptionnels aussi à la tech qui participent à ça. Quand je dis tech et produit, quand je dis produit, je pense à cette équipe-là aussi. Donc le premier challenge, il est là. J'en parlerai. C'est très vite à quoi ça touche, quoi. Qu'est-ce qu'il faut construire. On a défini la stratégie, ça dit à peu près quel produit on veut. On met une date quelque part. On s'était dit en interne, premier mail envoyé avant fin 2022. Tu as juste posé ça quelque part. Tu vois, c'est vraiment une espèce de North Star d'avoir un objectif. Il faut qu'on arrive quelque part. On ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera le produit. On sait qu'il répondra à des besoins
clients ou des use cases clients d'automatisation marketing email. C'est tout ce qu'on sait à ce stade. Okay. Donc voilà, on identifie un peu le challenge produit, que je vais te décrire d'ailleurs, hein, qui est... on reprend tous les composants qu'on a dans la plateforme, quoi. Et en fait, on arrive un peu à revenir... On redéfinit un peu, on se dit c'est quoi les composants, sur quoi on bosse. À ce moment-là, comme je te le disais, on n'est pas en squad en fait. Donc à ce moment-là, on réalise qu'on a 3 grands produits chez Batch. On a une grande plateforme data. C'est là, en gros, c'est la plateforme dans laquelle nos clients collectent leurs données clients, comment ils la structurent, des données comportementales, des données de profil. On a une seconde plateforme qu'on appelle d'engagement. Donc c'est cool de remettre de la donnée chez Batch, mais ça sert à quoi ? Ça, c'est l'engagement, c'est la finalité de ce qu'on fait. En fait, c'est créer des scénarios d'engagement client, de communication. Donc tu construis des règles, tu dis je veux toucher tel type de client. À quelle heure, pour quel scénario, qui. Et puis le dernier, c'est toujours bien, c'est qu'il faut bien l'envoyer, il faut construire un message. La finalité, c'est pas juste d'avoir décidé qui et quand, c'est le quoi du marketing. Et donc là, c'est le messaging. Donc c'est la dernière plateforme qui jusqu'alors était plutôt centrée canaux de la mobilité. Donc ça. On commence à réaliser... Messaging, tu te branches sur... sur des API d'envoi de push, et puis demain sur des API... Pour iOS, pour Android, exactement, machin... Exactement. Donc voilà. Donc data, c'est là où on collecte la donnée de nos clients. Engage, c'est là qu'ils orchestrent des expériences, de la segmentation, de l'orchestration, du timing, etc. Et puis messaging, c'est vraiment la construction d'un message hyper personnalisé jusqu'à la livraison sur le téléphone. Donc en fait, on découpe un peu la complexité du challenge technique et produit en redéfinissant un peu qui on est et dans quoi on pourrait mettre nos composants. Comme on n'a jamais eu de squad et qu'on a plutôt des skill sets à la tech, front, back, là on se redit finalement, il y a un découpage qui est plutôt bien fait à la tech, il y a beaucoup de valeurs clients là-dessus, la data, les clients, je me disais, ils viennent chercher plutôt des logiques de privacy, de beaucoup de volume, collecter là où il faut, traite en réel. L'engagement, c'est les use cases, la sophistication de ce que je veux mettre en place et le faire facilement, la productivité. Et puis le messaging, c'est vraiment que ce soit délivré, que ce soit joli, c'est les expériences, quoi. Donc on arrive à redéfinir ça, puis on découpe un peu, pas vraiment encore les équipes là-dedans, mais en tout cas on arrive à bien découper le produit là-dedans, et on attribue pour la première fois un product manager par initiative. D'accord, donc avant ce découpage en 3 blocs, finalement vous ne l'aviez jamais formalisé comme ça ? On n'avait jamais formalisé ça. Okay, d'accord. Il a fallu l'occasion de ce projet, vraiment prendre cette vue de recul, de se dire, mais en fait, tous ces feedbacks qu'on collecte dans une organisation de fonctionnalités, je te parlais du produit qu'on utilise, c'est Product Board, il y avait, je disais, une dizaine d'items différents, de catégories générales dans lesquelles tout rentrait. Et on arrive à faire rentrer ces 10 catégories là-dedans. Et là aussi, on regarde un peu à la fois les appétences et les compétences. Tu vois, tu as une product manager qui est plus technique que les autres, et assez naturellement, en fait, elle va sur les sujets data, de par les gens avec qui elle travaille en interne, de par la complexité des sujets qu'elle peut comprendre. Et paradoxalement, c'est un sujet qui est un peu plus solution-driven. Tu es un peu moins dans la grande discovery. Messaging, on doit faire de l'email. Parce qu'en fait, c'est ça, le challenge là, ici, c'est... ajouter un nouveau canal, en fait. Il faut ajouter un nouvel canal qui s'appelle l'email. Ici, en gros, c'est cool, je collecte de la donnée depuis iOS, Android, le téléphone, le serveur du client. Mais en fait, c'est comment est-ce que je crée une vue client unique. Donc, on va appeler ça la unified profile, on va dire. Donc ça, il faut le construire, donc c'est plutôt solution-driven. Email, c'est complètement discovery, on n'y connaît rien, on a tout à découvrir. On peut avoir l'impression que c'est très solution-driven, mais on a envie d'y amener une patte différente. Donc, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Et puis sur l'engage, c'est les clients, ils nous disent, moi je veux orchestrer tous mes scénarios ensemble, et puis je veux faire vraiment des expériences complètes. Donc ça, effectivement, littéralement, c'est la mise en place de journeys, marketing, voilà. Et donc on attribue un PM à chacune de ces initiatives, mais pour autant, le produit qu'on veut construire, il s'appelle Email Automation. Et donc Email Automation, en fait, ça spanne en gros sur tout ça. Donc tu as quand même une interdépendance qui est forte. Donc en fait, on crée une première squad qui s'appelle Email Automation, on met tous les 3 PM dedans, on met 15 devs dedans sur les 25. Donc tu as un niveau d'interdépendance fort, et en même temps il y a une logique à faire tout ça, quoi. Donc ça c'est les débuts de la squad. Et là on sort de là. Ce produit est quasiment shippé. Et en fait, on réexplose. Aujourd'hui, tu veux dire, c'est quasiment shippé. Là, on est quasiment shippé. On a les clients qui sont en prod. Là, on tourne fin novembre 2022. Semaine prochaine, on tourne fin novembre. Donc là, fin novembre, on a des clients qui sont en prod. Premier client signé et en prod. Donc ton objectif d'envoyer le premier email avant fin 2022 a été tenu. Il a déjà été tenu parce qu'on envoie les newsletters internes de Batch maintenant avec ce produit-là. Mais on a réussi à le tenir en découpant comme ça. Donc ça, c'est le premier challenge. C'est idiot, mais ça a été l'occasion d'avoir un angle de recul sur notre business, sur notre produit, notre manière de construire, la valeur business, et enfin d'avoir des PM qui sont plus là à bosser sur un projet spécifique pendant 3 mois,
mais qui vraiment own pendant un temps plus long, avec une équipe dédiée, des initiatives. Ça a été l'occasion d'un projet, mais finalement, on revient là maintenant à un découpage où chacun a son périmètre, et maintenant chacun peut avancer. Sur l'email, le coup d'après, il pourra construire une feature très email-centrique, totalement seul. Sur les journées, il pourra rajouter, je sais pas, quelque chose de très spécifique sur la création de workflow, et puis sur les profils, une vue assez jolie, il pourra le faire sans l'interdépendance. Je comprends. Donc on peut réavancer de manière indépendante. Ouais. Voilà, donc ça, c'était le premier challenge. Et puis le deuxième que tu me citais, c'est un challenge, on va dire, qui à mon avis est aussi un boulot du produit, quoi, qui est un d'enablement, quoi. Je vais revenir plus à la partie product marketing, adoption. C'est cool d'avoir créé, d'avoir bossé, d'avoir nailé on pense avoir la bonne stratégie. On a interviewé les clients, ça a l'air de fitter, ils en ont besoin. J'ai la tech et le produit pour le construire, ça va le faire, quoi. Comme on dit là, on est à une semaine de la release, on a déjà un client. Comment est-ce qu'on fait pour avoir en gros 1 ou 2 clients qui sont live en novembre? Ça demande en fait aussi de faire shifter toute l'organisation. Parce que tu as des commerciaux qui ne comprennent pas en fait ce que ça veut dire d'être omnichannel, qui ne comprennent pas ce que c'est que l'email, qui ne savent pas le vendre. Des gens dans les équipes support, que ce soit de côté tech, solution engineer ou côté CSM, plutôt déploiement de use case, qui ne comprennent pas ça non plus. C'est idiot, tu dois redéfinir ton pricing sur ce produit-là. Donc là aussi, c'est un gros shift qu'on a commencé en même temps. On a dit dès le départ, il y a la squad qui bosse techniquement sur le projet. Sans déjà savoir ce que vous alliez sortir. Alors, vous avez voulu on a déjà posé la stratégie à ce moment-là. En tout cas, quand la stratégie a été été posée, on a monté ce qu'on appelle une task force en interne. Donc une autre type d'équipe pluridisciplinaire où on a pris, c'est quelqu'un des ops qui en a pris la tête. Et on allait prendre des gens au market, au sales, CSM, même à la finance, je crois, à l'analytics, en disant, en fait, vous êtes responsable du go-to-market, de s'assurer que le jour où le produit sort, il est live, on a des clients qui ont été pitchés, qui comprennent ce que ça fait, qui ont envie de venir avec nous, qui vont co-construire avec nous. Et ça a été aussi un sacré effort de se nourrir de toute cette discovery pour transmettre du savoir email, à mesure qu'on construisait le produit, de définir les messages, de commencer à construire des slides et des prés sur un produit qui n'est pas terminé, mais en même temps d'avoir des gens qui sont en confiance de le vendre aux clients parce qu'ils savent qu'à telle date ça va être là. Donc je dirais que ça a été un shift énorme sur toute la boîte, initié par les équipes L'objectif final, c'était de pouvoir faire en sorte que les clients et le marché comprennent bien ce que vous faisiez. Et au passage, ça vous a permis d'évangéliser en interne et d'acculturer les gens sur l'email et de les former en fait. Quoi. Okay. C'est vraiment, voilà, tu pars t'as pendant un temps une équipe produit qui est peut-être un peu plus en avance sur ces savoirs-là, puis l'équipe tech en même temps, et puis comment est-ce que tu arrives à t'assurer que toute la boîte... si tu ne fais pas ça, et c'est plus qu'un travail de product marketing, en fait tu vas sortir ton produit, et en fait il va commencer à être bien vendu un an et demi après. Quoi. Là on a la garantie d'avoir une boîte qui est au même niveau d'information dans toutes les équipes, même niveau de confiance, et ça se ressent en fait. Quand le client, tu commences à le pitcher, tu vois, on a un retour phénoménal du terrain, extrêmement positif de la part des clients, qui ont envie d'être pitchés, qui ont envie de voir les démos, qui ont envie d'essayer. Donc c'est vachement cool, mais ça a marché parce qu'il y a beaucoup de gens dans les fonctions business qui ont été impliqués dès le départ. On n'a pas été très bon dans le passé pour ça d'ailleurs. Tu vois, pour sortir des produits, bien orchestrer les releases, bien faire adopter le produit. Donc on a vécu ça dans le passé. Tu vois, l'écart de ta sortie, et puis 2 ans après, c'est là que tu as vraiment l'usage massif. Et là, on a vraiment réussi à aligner les deux. C'est quoi les outils indispensables qui ont vraiment été, qui ont aidé à cette structuration aussi en interne? Parce que tu disais que finalement, habituellement, Product Board, c'est un peu là où vous avez la roadmap et vous êtes sur des rails et ça délivre. Et en fait, vous vous en êtes pas servi à ce moment-là. C'est quoi les outils clés dans un projet comme ça? Effectivement, d'habitude, on utilise Product Board, mais là, on l'a désinvesti pendant plus de 6 mois, donc on revient dedans progressivement. Maintenant que vous rentrez dans une phase c'est un produit qui revient et on peut reprendre notre ancienne feature org et tout recentrer. Donc ça, c'est assez... c'est quand même un outil que je jette pas à la poubelle et qu'on aime bien. Il faut juste que... Ça demande beaucoup d'entretien et d'investissement, je trouve. Donc il y a des moments où c'est pareil. Il faut être OK avec l'idée de le désinvestir. Il faut juste dire aux équipes business qui montent beaucoup de feedback dedans. Là, on va pas être inbox 0 pendant quelques mois, mais n'arrêtez pas de remonter de feedback, s'il vous plaît, on est désolé, etc. Après, il y a évidemment l'outil qui est utilisé par la tech pour la gestion de projet. Chez nous, c'est un outil qui s'appelle Shortcut, qui est une sorte de Jira un peu cool et joli. Mine de rien, les product managers passent beaucoup de temps dedans. C'est quand même un moyen de bien découper le projet, bien découper les milestones, donc les différentes séquences de livraison du produit. On passe beaucoup de temps dedans et on travaille beaucoup dedans avec les équipes tech. Et exceptionnellement, là, cette fois-ci, on y a ramené d'autres équipes projet. Ce qu'on disait sur les sujets marketing, sur les sujets... Les gens de la task force. On essaie de faire rentrer les tâches dedans aussi. Tu vois, pour être capable de livrer cette milestone 2, il faut qu'on ait les documentations,
client, il faut qu'on ait les slides pour pitcher, il faut que la démo ait été préparée, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui est important. Évidemment, tous les outils, tu vois, company-wide, de la suite Google jusqu'à Notion ont été hyper importants. Moi, Notion, je ne suis pas un fan absolu. Je trouve que c'est bien pour des contenus froids. Je trouve que pour des contenus chauds, on va souvent beaucoup plus vite sur Google Slides, sur Google Doc. Mais en tout cas, on utilise beaucoup ces outils-là. Ils ont beaucoup aidé à la collab. Et puis ensuite, on a quand même beaucoup passé de temps dans des outils un peu de mind mapping, quoi. Ok. Alors c'est marrant, au produit, j'utilise plutôt Miro. Mes product designers, ils sont évidemment dans Figma, tu peux l'imaginer. Et puis après, à la tech, ils utilisent un truc qui s'appelle Excalibur, je sais pas si tu connais. Non. Qui est assez joli, qui fait des trucs un peu, tu vois, un peu encrayonnés comme ça. Okay. Ça a été des super supports de brainstorm inter-équipe. Mais voilà, donc ça c'est vraiment pour les outils, on va dire, tu vois, outils au sens SaaS du terme. Et puis après, comme tout le monde, on utilise des outils au sens théorie. Comment est-ce que tu runs tes sprints, comment tu fais tes rétros. Là, on est un peu plus rentré dans les clous de ce qu'on faisait avant. On a été par exemple plus formel sur les rétros, parce que les rétros étaient des outils pour faire des démos. Et donc il fallait voilà, ça se préparait, il y avait un outil pour le faire. Ça c'est beaucoup plus Hervé Lourdin, qui est notre CTO, qui a orchestré ça avec les gens de la squad et de la task force, notamment les leads de ces équipes-là. Mais là, dans le passé, on n'a pas été très rigoureux sur Scrum. Ouais. Là, on en a pris plus quelques éléments, et notamment faire des rétros plus rigoureuses. Donc ça vous a fait step up un peu sur... aussi là-dessus. Ouais, tu vois, on rentre progressivement dans la théorie, pas parce que... voilà, pas pour le faire comme ça, quoi, juste parce que factuellement, à ce moment-là, c'est le bon outil pour créer de l'alignement. C'est efficace pour vous. Ça fonctionne, quoi. Ouais. Mais bon, faut pas le faire, ça fonctionne pas. C'est pareil, tu vois, les grands process. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas bon en product marketing dans le passé ? Parce qu'on s'était donné des checklists de release de produits où il y avait genre 100 items à cocher, quoi. Ouais. Du coup, on les suit. Tu vois, le jour où la liste a été écrite, le lendemain, on suivait déjà plus la liste, quoi. Et là, on est revenu sur quelque chose, t'embarques les gens plus tôt, t'es un peu moins tenu par ça, et puis peut-être qu'on refera une checklist après. J'espère qu'il n'y aura pas 100 items dedans, mais on sera peut-être revenu à quelque chose de plus agile et qu'on s'engagera plus à suivre en termes de livraison, quoi. Okay. Mais non, on aurait pu être, tu vois, certainement aidé dans les phases d'interview, de product research. Tu vois, on a essayé. Là, on a bidouillé, c'était pas agréable. Je te l'avais dit, nous, on regarde beaucoup ce que vous faites chez Scribe. Mais là, on a fait du bidouillage avec des Google Forms, des Typeforms, des Zapier, et c'était le chaos. Et c'était bien parce que ça nous a permis de se sensibiliser plus à ça, à quelque chose de plus quantitatif que qualitatif. Les interviews quali, c'est très bien, mais ça se fait pas difficilement. Et hein. puis tu vois, c'est de l'organisation avec un client, c'est cher. un call, comme je te disais. Parfois, c'est pas le bon timing avec ce client-là parce qu'il est en train de se faire upseller. Donc ouais, le quantitatif, on a commencé là de façon assez empirique, assez douloureuse, je dirais. Je pense qu'on arrive à un point de maturité où on est prêt à faire plus les prochaines fois. Et assez en autonomie, quoi. Maintenant, on a des product designers qui disent j'ai envie de valider ce truc-là, est-ce que vous êtes OK pour runner un sondage ou runner des gens qui acceptent de se faire interviewer. Et donc, il a fallu aussi ce truc-là pour se dire c'est le moment d'être moins honteux là-dessus, de se dire il n'y a pas de risque de pression marketing, les clients ils sont contents de se faire interviewer et questionner sur le produit. Parce qu'en fait, quand tu fais du quantitatif, tu as donné l'opportunité à 100% des clients de parler. Quand tu fais du quali, tu en as ciblé 5, 6, 7, 10. Faut pas se planter sur les gens que tu vas interroger. Nous, on a quelqu'un chez nous qui est responsable de l'expérience client, qui s'appelle Sonia, qui, elle adore les clients, elle dit toujours, c'est bien de parler du nombre de clients qu'on a, ce qui chez nous est entre 350 et 400, mais ça représente combien de gens, d'humains. En fait, à la fin, tu regardes, c'est quasiment 1500, 2000 personnes, quoi. Et en fait, tu peux pas. Déjà, on n'arrive pas à parler à 350, 400 comptes clients. Les 1500, 2000 utilisateurs du produit, c'est impossible de leur parler. Donc le quanti, c'est là qu'il est utile. Tous les outils qui nous permettent de faire scaler ça, nous, on est preneurs aujourd'hui. Donc voilà. Donc je résume. On est encore assez simpliste sur les outils, mais je pense qu'on arrive à un point où on a envie de maturer sur tout ce truc-là. On a eu l'occasion de maturer, et en même temps, on reste, tu vois, pragmatique. Tout n'est pas fini, quoi. Tout n'est pas fini. Il faut prendre le temps il faut prendre le temps. Parfois, c'est pas, tu vois, sur une petite feature, la checklist, c'est pas la bonne. L'interview, non. Enfin, vas-y, juste fais-le, on verra. Puis il y a des moments où il y a plus de risques. Tu les élimineras jamais, mais voilà, il faut se doter des bons outils pour y arriver. D'outils comme Scribe, tu vois, être plus formel sur les interviews, plus structuré sur la restitution. Peut-être que c'était une connerie d'abandonner Product Board dans cette période-là. On le fera plus. Mais ouais, c'est ce que je pourrais résumer, quoi.
Et tu rassures. Je trouve ça vraiment fascinant parce que d'un truc qui peut paraître petit au départ, en fait, les impacts, ils sont gigantesques dans l'équipe produit, dans les outils, dans le reste de la boîte, etc. Si tu devais donner un conseil, c'est peut-être difficile et c'est peut-être la question piège, mais un conseil à quelqu'un qui, dans sa boîte, là, qui nous regarde, va vivre ça, enfin, tu vois, où il y a un projet stratégique, structurant pour la boîte qui est en train d'arriver, qu'est-ce que finalement tu retiens de tout ça? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Ne suivez pas les conseils. Non, mais c'est presque vrai, enfin, c'est ce qu'on dit sur la théorie, quoi. Il y a des moments où tu es complètement perdu et il faut aller chercher une boussole. Et là, c'est bien la théorie. C'est des outils clairs, c'est du peer coaching, c'est des outils SaaS aussi, parfois, qui te font rentrer dedans. Et puis je pense qu'il y a des moments où il ne faut pas écouter les conseils. La théorie, elle va te plomber, elle va te rendre malheureux, parce que tu ne vas pas arriver à le faire. Tu vas en vouloir à ton CPO, le CPO va en vouloir à ses équipes, ou aux autres équipes. L'outil ne fonctionnera pas comme tu veux, il ne t'apportera pas les réponses que tu veux. Donc ouais, je pense qu'il y a des moments où il ne faut pas écouter les conseils, et notamment dans ces moments-là. Parfois, ça permet de dérisquer. Il y a des méthodes, en tout cas, qui permettent de dérisquer. Puis parfois, il y a des endroits où il faut juste... si tu as filé la North Star, fonce droit devant et tu vas trouver. Tu vas écouter ton instinct, tu vas en parler de Product Sense tout à l'heure. Le sens produit, je ne sais pas si ça existe vraiment. En fait, c'est juste des gens qui ont affûté pendant des années, tu vois, un sens de discovery, un amour du client, un amour de la résolution du problème, apprendre à dire non en premier, avant de questionner. Donc ouais, le meilleur conseil que j'ai envie de donner, c'est qu'il faut se détendre de tout ça, quoi. Les conférences, les articles, les newsletters, c'est à la fois une bonne source d'inspiration, et parfois on peut en sortir un peu déprimé, parce qu'on se dit c'est pas comme ça chez moi, donc en fait je suis peut-être pas dans la bonne boîte, mon CPO il est peut-être pas très bon, mes product managers ils sont peut-être pas très bons. En fait la vérité elle est un peu plus complexe. Toutes les boîtes vivent des moments différents. Là on voit bien, nous on est une boîte qui a 8 ans, puis on se remet en danger sur une nouvelle product line, on fait virer quasiment toute la boîte sur quelque chose de nouveau, sans pour autant reconstruire vraiment tout. En tout cas il y a un shift de messaging qui est en train de se faire, quoi. Et c'est le moment où les outils ne fonctionnent pas vraiment, et puis en même temps la suite, les outils seront un bon moyen de scaler. Donc je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai envie de donner, ou que je remets, qu'on me donne en tout cas. Te déprime pas parce que tu suis pas la théorie, parce que tu vois pas pareil que sur je sais pas, le ticket ou des super podcasts ou des communautés comme French CPO. Eux-mêmes, il y a des moments où les outils fonctionnaient pas, il y a des moments où ils ont lu des trucs et ils ont pas participé à la conversation parce que c'est pas ce qu'ils voyaient chez eux, et puis il y a des moments où c'est le bon moment, quoi. Bah top, en tout cas merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi Simon d'avoir voulu parler à quelqu'un qui n'est pas un grand théoricien, mais qui rêve de le devenir. Tu as partagé beaucoup de choses en vrai, à mon avis très actionnables et dont les gens peuvent s'inspirer, même s'il faut savoir garder sa liberté et savoir tout challenger en fait, mais je trouvais ça hyper intéressant, donc un grand merci. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt.